Bienvenue aux Journées européennes 2018. Je suis sur le plateau de Cardio Online avec le docteur Édouard Gerbeau qui travaille au CHU de Bordeaux, aux soins intensifs de cardiologie. On va évoquer aujourd'hui la fibrillation atriale au sens un peu large et particulièrement la question du traitement du patient qui arrive en FA et comment réussir à ralentir ce patient quand on a décidé de ne pas réduire le rythme au départ. Oui, merci Benoît. Donc quand on décide de ralentir une fibrillation auriculaire aux urgences, on doit d'abord se poser la question de savoir si c'est une FA qui est liée à la maladie rythmique ou une FA liée à une maladie sous-jacente, puisque cette FA qui a cette maladie sous-jacente peut être parfois difficile à ralentir en termes de fréquence cardiaque. Je pense notamment aux décompensations respiratoires, aux bronchopneumopathie chronique obstructive ou par exemple aux situations de thyrotoxicose. Après, quand on a exclu les maladies sous-jacentes et qu'on a décidé de ralentir la FA, il existe des recommandations qui sont essentiellement émises par la Société française de médecine d'urgence en collaboration avec la Société française de cardiologie et qui consistent à essayer de stratifier la gravité de la situation selon la tolérance du patient. C'est-à-dire que l'on différencie le patient qui a une bonne tolérance hémodynamique, le patient qui est en hypotension, en insuffisance cardiaque et le patient qui est instable sur le plan hémodynamique pour lequel les stratégies vont être différentes. Donc, pour ce qui est du patient stable sur le plan hémodynamique, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une évaluation échocardiographique. C'est un niveau de classe 1 de la Société européenne et la Société française de cardiologie pour évaluer la volémie et la cardiopathie sous-jacente et avoir une idée de la fraction d'éjection. Si la fraction d'éjection est altérée ou inconnu, si vous n'avez pas d'échocardiographie disponible, il faudra envisager un traitement ralentisseur essentiellement avec des bêta-bloquants qui sont cardio-sélectifs à petite dose en essayant de titrer. Et si vous n'y arrivez pas, il faudra ajouter de la digoxine en intraveineux, voire de l'amiodarone péros, alors que si vous avez une fraction d'éjection qui est conservée à plus de 40% ou qui vous paraît conservée avec une volémie satisfaisante, il faudra un bêta-bloquant plutôt intraveineux type athénolol ou esmolol, même si le Brevibloc n'est peu utilisé en pratique, pour essayer de ralentir la fréquence. Et si vous n'y arrivez pas, vous envisagez la digoxine et en dernier lieu l'amiodarone qui a un niveau de classe 2. Ça, c'est le cas de la stratégie du patient avec une bonne tolérance hémodynamique. Si vous êtes face à un patient avec une hypotension ou une insuffisance cardiaque potentielle, il faudra plutôt opter vers de la digoxine en intraveineux ou de l'amiodarone. Et puis, troisième cas, le patient instable sur le plan hémodynamique. Et là, on envisage la cardioversion électrique. D'accord. Si on revient sur le plan du médicament, on a envisagé donc l'amiodarone qui arrive plutôt en dernier recours. Tout à fait. Finalement, on est parfois un peu gêné de se dire l'amiodarone, c'est le traitement de la stratégie un peu privilégiée quand on veut réduire le rythme. Ouais. Est-ce qu'on ne va pas être amené finalement à prendre ce risque de réduction du rythme alors qu'on part dans une stratégie de ralentissement de fréquence? Oui, tout à fait. Il y a le risque évident d'embolie de régularisation avec l'amiodarone. Qui est un risque qu'il faut prendre. Il faut savoir que ces embolies de régularisation, en général, elles surviennent dans les 3 à 10 jours qui suivent le début de la fibrillation auriculaire. Mais quand vous êtes vraiment face à une situation d'une FA que vous n'arrivez pas à ralentir, l'amiodarone reste un traitement de deuxième ou de troisième ligne qu'il faut envisager avec un risque qu'il faut prendre. Et après, donc, on a parlé des malades qui restent stables. Ouais. Est-ce que la cardioversion, la cardioversion électrique, elle a une place essentiellement dans le patient qui est en instabilité hémodynamique ou est-ce qu'elle doit être un recours aussi quand on n'a pas réussi avec les différentes stratégies de traitement qu'on vient d'envisager? Oui, alors la cardioversion électrique, elle est vraiment envisagée chez le patient instable sur le plan hémodynamique, d'où les recommandations de monitorer votre patient, de le surveiller sur le plan hémodynamique, saturation, là où votre patient est hospitalisé ou dans le service d'urgence. Et si vous êtes face à un patient qui commence à développer une insuffisance cardiaque, voire une insuffisance cardiaque réfractaire, un patient qui est ischémique, un patient qui est angineux dans un contexte d'angor fonctionnel, un patient qui est hypotendu et qui se détériore, et bien, il faut envisager une cardioversion électrique. Cardioversion électrique que vous ferez donc de manière classique, avec un choc biphasique, synchronisé, 200 joules, les électrodes en antéro-postérieur. Il faut bien sûr les mettre à distance d'un pacemaker ou d'un défibrillateur si votre patient est implanté de ce type de système. Et puis une sédation.
Dans les sociétés, enfin ce qui est recommandé, c'est plutôt le propofol, 0,5-0,8 mg/kg qu'on titre progressivement avec la surveillance régulière. Il faut bien sûr avoir le matériel au cas où il y a une détérioration et nécessité d'une assistance respiratoire. Et puis, il y a des situations où l'intubation orotrachéale est parfois à envisager. C'est le patient qui vient de s'alimenter, c'est les cas des patientes enceintes. Dans les contextes de hernie hiatale importante aussi, des fois, peut-être que là, à ce moment-là, il faut se poser la question de l'intubation, mais c'est vraiment des cas très particuliers. Donc là, on a parlé un peu des stratégies pour ralentir la fréquence. Donc, on est quand même face à une fibrillation atriale. Il va falloir se poser aussi la question du traitement antithrombotique. On a parlé en fait du risque embolique, en particulier si on amène à une réduction alors que ce n'était pas exactement la stratégie retenue initialement ou qu'on a été obligé du fait du contexte hémodynamique. Est-ce qu'il y a dans ces contextes-là de FA en urgence une stratégie qu'il faut privilégier? Est-ce qu'on peut introduire d'emblée un anticoagulant oral ou est-ce qu'il faut d'abord partir sur un traitement intraveineux? Alors si vous envisagez une cardioversion électrique, ce qui est recommandé, c'est une anticoagulation soit par héparine non fractionnée avec un bolus et un relais par une seringue électrique, soit des héparines de bas poids moléculaire en sous-cutané que vous relailerez si vous êtes dans le cadre de la cardioversion électrique et le cadre de l'urgence. Après, dans les autres situations, c'est des situations qu'on évalue avec des critères classiques, hein, c'est-à-dire le CHA2-VASc, le score ASBLED et la situation de votre patient. Et il est bien évident que par exemple, si vous êtes face à un patient qui a fait une FA transitoire dans le cadre par exemple d'une décompensation d'une bronchopnéopathie, la question de l'anticoagulation doit être vraiment discutée. Il n'est pas certain qu'il faut anticoaguler par exemple ce type de patient. Donc, en dehors de ces épisodes un peu aigus qu'on connaît un peu classiquement, qui vont être la déconvention de PCO, une pnéopathie infectieuse, on va pas vraiment se poser la question de l'anticoagulation parce que ça va être un phénomène associé. Si on prend un cas un peu plus particulier, mais qui est quand même très fréquent dans nos soins intensifs, c'est le FA associé au syndrome coronaire. Ouais. Le patient qui vient, il est pris en charge en coronarographie, il est traité, puis finalement il va faire de la FA. Est-ce que ces malades, est-ce qu'il y a une sorte de cut-off de durée de la fibrillation atriale pour dire on va l'anticoaguler ou pas? Alors, les recommandations, vous avez deux types de fibrillation auriculaire. Vous avez la fibrillation auriculaire qui est paroxystique, qui va se réduire et pour lequel, lors du séjour aux soins intensifs de votre patient en post-syndrome coronarien aigu, il n'y a pas vraiment de recommandations officielles qui vous poussent à anticoaguler ou pas ce patient après, parce que derrière, il y a la question de la triple association, et donc il n'y a pas de réponse à l'heure actuelle, enfin il n'y a pas d'études qui ont été menées à l'heure actuelle là-dessus. Donc ça, c'est une question encore en suspens. Donc là, c'est toujours du cas par cas. Après, si vous êtes face à un patient qui a déjà fait une fibrillation auriculaire ou qui est connu pour une fibrillation auriculaire préexistante, là, évidemment, il faudra envisager cette anticoagulation au long cours en essayant de minimiser ou de réduire la durée de la double anticoagulation plaquettaire associée. Merci Edouard. J'essaie de résumer un peu ce qu'on vient de dire. En pratique, la première question qu'on doit se poser, c'est la cause de la FA. Est-ce que c'est une FA qui est associée à une pathologie sous-jacente qu'il va falloir traiter? Et finalement, la FA est un problème secondaire en absolu, on va traiter la pnéopathie, on va traiter le syndrome coronaire. La deuxième question, ça va être la prise en charge du ralentissement de la fréquence en privilégiant, en fonction de la fraction d'éjection, plutôt les bêta-bloquants, ou alors après on a parlé de la possibilité de la digoxine ou de la cordarone en dernier recours. Le dernier cas, ça va être l'utilisation, la proposition de la cardioversion électrique chez les patients qui restent instables. Et là, enfin, réfléchir à l'anticoagulation curative, comme on va le faire finalement pour une fibrillation atriale de manière classique en fonction des critères de risque ischémique et de risque hémorragique de chaque patient de manière individualisée. Tout à fait. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci.